Bonsoir chez vous. Merci de nous rejoindre sur Cette économie, l'émission panafricaine de décideurs et de dirigeants qui construisent chaque jour cette Afrique des grandes ambitions économiques, cette Afrique positive, l'Afrique qui gagne. Ce soir, nous allons nous intéresser à un segment tout à fait spécifique du secteur des assurances en Afrique, celui de l'expertise dans l'évaluation d'un sinistre. Quand vous avez un accident de circulation ou quand votre commerce ou votre maison prend feu par exemple, avant que l'assureur ne vous dédommage, il faut le plus souvent l'intervention d'un expert en assurance. Et c'est le plus souvent le boulot réalisé par les cabinets ou les grands groupes d'expertise. À ce titre, nous allons recevoir sur ce plateau M. David Philippe Tonangoy, président directeur général du cabinet international TDP Conseil, avec qui nous allons cerner le contour de ce métier important pour le secteur des assurances, surtout la démarche à suivre quand il s'agit de créer un cabinet d'expertise en assurance. Comme l'Ivoirien Jean Kakou Diagou, fondateur du groupe NC Assurance, ou du Sénégalais Pathé Dione à la tête du groupe Souno Assurance, M. David Philippe Tonangoy fait partie de cette race d'Africains qui sert de référence dans l'industrie des assurances en Afrique noire, plus précisément en zone ciment. Bonsoir M. David Philippe Tonangoy et merci d'avoir accepté l'invitation de Cette économie sur Canal 7. Bonsoir M. Mbadouba, oui. Et je vous remercie pour votre invitation. Alors, on parle souvent d'assurance, mais le grand nombre ne connaît pas ce que c'est l'assurance. En zone ciment, donc la zone qui comprend les pays francophones, il y a seulement 2% du taux de pénétration, c'est-à-dire sur 100 Africains de cette zone, seules 2 personnes souscrivent à la police d'assurance. Est-ce que, par des exemples bien précis, vous pouvez montrer le rôle de l'importance de l'assurance? Merci. Pour parler des assurances, il faut d'abord dire que c'est un problème de culture. L'Africain, dans son histoire, dans son évolution, a toujours vécu au village dans, je dirais, la fatalité et la croyance en un Dieu sauveur, on va dire. Lorsqu'un événement douloureux arrivait, un accident personnel au champ, une maison incendiée, un enfant qui tombe d'un arbre, ben, la première chose, on pense à la fatalité ou à l'accusation, etc., etc. C'est à la fin du 19e siècle que le monde occidental a créé les assurances. Et à ce titre, aujourd'hui, pour ne pas faire l'histoire, ce qu'il faut comprendre comme notion pour l'assurance, c'est que l'assureur a pour rôle de couvrir les risques que l'on côtoie tous les jours dans la vie quotidienne, que ce soit sur terre, sur mer, sur les eaux, dans toutes les activités que l'homme est amené à exercer sur terre, ben, il y a toujours des risques que l'on court. Le rôle de l'assureur, c'est de pouvoir couvrir ces risques. Quand vous dites couvrir le risque, c'est quoi précisément en français facile? En français facile, couvrir le risque, il n'y a pas plus facile que couvrir. Il n'y a pas plus facile que risque. Le fait de pouvoir monter dans un véhicule, on prend un risque ce matin, ce jour. Le fait de pouvoir prendre un caillou, je prends un exemple, vous êtes chef de famille, votre fils prend une pierre, vous avez un manguier dans le jardin, il veut cueillir la mangue qui est mûre et la trajectoire de cette pierre ne va pas sur la mangue, mais elle va en dehors de votre concession. Et quand elle va en dehors de cette concession, cette pierre, ben, par fatalité, va tomber sur la tête ou sur l'œil d'un passant. L'œil se perce. Et imaginez par la pensée que ce même caillou est dévié et puis va casser la baie vitrée d'un riverain qui est en face de chez vous. Ça vous fait une série de problèmes. D'événements négatifs. Ce sont des événements négatifs qu'on appelle les sinistres. Alors tous ces sinistres, en tant que chef de famille, au village et dans nos cultures africaines, ben, ça va être la palabre. Il faut arranger tout ceci, il faut réparer tout ce qu'il faut réparer. Et l'assurance, quand on est chef de famille, on peut souscrire une assurance dite chef de famille, pour laquelle vous payez une prime, et pour laquelle l'assureur s'engage à vous accompagner en cas de survenance de tout ce que je viens de dire. Donc ça veut dire que tous les dommages qui ont été causés par votre fils
du fait qu'il soit mineur, du fait que vous soyez son père et du fait que vous soyez chef de famille, ben, l'assurance va couvrir l'ensemble de ces risques. Ça veut dire qu'au lieu de débourser de ma poche, le fait de souscrire une police d'assurance permet à l'assurance de dédommager cette femme qui s'est blessée ou bien la baie vitrée du voisin. Parfaitement. Sous certaines conditions. Un, il faudrait que vous ayez souscrit une police d'assurance. Deuxièmement, il faudrait que vous ayez payé vos primes, ce qu'on appelle des primes d'assurance. Troisièmement, il faudrait qu'un expert, donc quelqu'un de qualifié, d'autorisé, qui est une tierce personne entre l'assureur et l'assuré, vienne faire un rapport d'expertise sur la base duquel vous allez être indemnisé. Mais l'assurance va aussi estimer que dans la part du risque ou des sinistres qui sont arrivés, vous avez votre part de responsabilité, qui est de l'ordre de 10%, par exemple. Si vous devez dédommager les sinistrés à concurrent de 100 000 francs CFA, ben, l'assurance pourrait retenir 10 ou 15 ou 20 000 francs CFA en fonction du type de dommage qui a été subi par le sinistré, par le lésé. Et dans le domaine, par exemple, de la santé, l'assurance aussi s'applique? C'est ce qu'on appelle l'assurance vie. C'est ce qu'on appelle l'assurance vie. Donc, les compagnies d'assurance sont en deux catégories, plutôt trois. Les principales catégories, il y a la catégorie dommages, donc tous les dommages matériels qui peuvent être subis sur Terre, et il y a les dommages corporels, donc ce qu'on appelle l'assurance vie. On assure des dommages corporels et on garantit également tous les risques vitaux que l'homme peut être amené à subir sur Terre. Alors, vous côtoyez au quotidien le secteur des assurances. Avant de parler de l'expertise proprement parlé, vous côtoyez le secteur des assurances. Est-ce que vous avez parlé d'une assurance chef de famille? Est-ce qu'elle n'est pas trop onéreuse, trop chère pour le commun des Africains? Non, justement. Au Gabon, par exemple, ça coûte combien cette assurance? Elle doit faire dans les 17 ou 18 000 francs CFA. La prime annuelle est de 17 ou 18 000 francs CFA. Mais tout ceci est une question de culture, de connaissance et effectivement de vulgarisation de l'assurance dans nos pays, africains. En fait, il y a effectivement une carence au niveau des compagnies d'assurance, des courtiers d'assurance en termes de communication, de vulgarisation, parce que le commun des mortels n'est pas au fait effectivement de l'assurance. Il faut avoir une culture certaine et pour pouvoir comprendre que les risques que l'on encourt doivent être couverts par une assurance. C'est une simple question, je dirais, de communication. C'est une lacune que les assureurs, dont les assureurs sont conscients et pour lesquels il y a des plans de communication souvent qui passent. Est-ce que dans votre secteur, dans l'exercice de vos fonctions, vous avez un jour expertisé pour ce qui est de l'assurance incendie maison ou incendie commerce? Ben, le cabinet que je dirige est constitué d'un certain nombre de départements. Ces départements sont des départements, je dirais, à caractère de nature de sinistre. Vous avez de l'incendie, du dégât des eaux, des dommages matériels, des bris de machines. Nous avons également, je parlais tout à l'heure de l'incendie, mais également des risques industriels dans les mines, le chemin de fer, l'industrie pétrolière, l'industrie agricole. Vous avez un panel d'activités industrielles qui confère à chacun de mes collaborateurs, donc chacun des experts du cabinet, une spécialité, soit en nature de sinistre, soit en secteur d'activité. Okay. On a compris, en prenant l'exemple du caillou et de ces enfants qui projettent le caillou qui veut cueillir sa mangue et qui finalement cause un sinistre, on a compris qu'il faut dédommager. Mais avant cela, il faut l'intervention d'un expert. Et c'est là l'objet de votre métier. En quoi consiste l'expertise en assurance? Bien. L'expertise en assurance consiste en fait à rendre à l'assureur la vérité des faits. La vérité des faits sur la base d'un rapport. C'est-à-dire? C'est-à-dire que le jour où l'assuré, vous, M. Madouma, vous allez vous assurer, vous allez assurer votre maison. Vous vous adressez à votre assureur. Il peut être soit un courtier, donc un intermédiaire, soit il peut être directement la compagnie. Mais le jour où vous allez souscrire votre assurance, vous payez vos primes, vous signez un contrat qu'on appelle une police avec votre compagnie d'assurance, avec votre courtier d'assurance. Vous ne rencontrez pas l'expert, vous ne connaissez pas l'expert. Et puis 1 an, 2 ans, 3 ans, 10 ans passent. Chaque année, vous renouvelez votre prime, parce que l'assurance, elle a une durée de vie annuelle. Donc chaque année, il faut payer une prime. Cette prime est une espèce de mutualisation. En fait, si nous sommes 1 million de personnes qui assurons nos véhicules dans une compagnie d'assurance, la probabilité pour que
ce million de personnes aient un accident, elle est quand même faible. Elle est faible. Donc, ça veut dire que c'est l'assiette provisionnée, voilà, l'assiette provisionnée qui va pouvoir couvrir les dommages que X ou Y% de personnes auront eu comme accident. Donc, la probabilité pour que tout le monde puisse avoir un accident dans la même période, elle est quand même très, très faible. Donc, l'un des principes des assurances, c'est la mutualisation, en fait, des moyens. Ça, c'est la première chose. Et le jour où vous avez un sinistre, qu'il soit un dégât des eaux, un dommage électrique à la maison, un incendie, un accident automobile, bien, vous faites votre déclaration. Première chose, il faut faire une déclaration d'assurance qui a une certaine période. Parce que si vous avez un accident aujourd'hui et que vous déclarez 5 ou 6 mois après, il peut y avoir forte collusion. Donc vous avez une période de franc. C'est-à-dire le délai est dépassé. Vous avez une période au cours de laquelle, dans votre contrat, on vous stipule que vous devez déclarer votre accident dans une période de 4-5 jours. Deuxième chose, le gestionnaire de sinistre dans votre compagnie va contacter l'expert. Il a un réseau des experts. L'expert le plus disponible, le plus compétent, enfin celui qu'il estime pouvoir être à même de lui monter l'expertise. Et alors l'expert reçoit un mandat, qui est une mission. Un mandat est une espèce, je dirais, de missionnement officiel, parce qu'un expert n'agit pas sans mandat. Donc sur le plan du droit, il faut que l'expert puisse recevoir un mandat pour aller vers vous et prendre attache avec vous, prendre rendez-vous avec vous, au fin de venir procéder aux opérations expertales de votre sinistre. Alors quand il arrive, bien évidemment, il y a toutes les civilités, les courtoisies, et il procède, n'est-ce pas, à l'expertise. Donc il recherche les causes, les circonstances du sinistre, comment ça s'est passé, les personnes qu'il a pu rencontrer, les témoins au moment des faits. Il essaie d'évaluer et de chiffrer ces dommages. Il déduit ce qu'on appelle des vétustés, etc., etc. Et il calcule, in fine, le préjudice que vous aurez subi. Et tout ceci est consigné dans un rapport qui ne vous remet pas à vous, assuré, mais il remet à celui qui l'a missionné, qui est son mandant. La maison d'assurance. La maison d'assurance. Et c'est sur la base de ce rapport que votre compagnie d'assurance ou votre assureur vous invite, soit à vous expliquer que voici les conclusions de l'expert, il a prévu de vous indemniser pour X milliers de francs, nous vous faisons un chèque de temps, moyennant le retrait d'une ce qu'on appelle une franchise, c'est-à-dire votre quote-part dans la survenance du sinistre. Alors, on a bien compris que vous êtes là non seulement pour comprendre les raisons d'un sinistre, mais aussi pour évaluer ce sinistre. Mais cela suppose aussi que l'expert en assurance soit d'une intégrité. Il ne faut pas de collusion, pas de conflit d'intérêt. C'est pour cela que la donne au niveau de l'expertise, elle est assez complexe. Non seulement il faudrait avoir une formation technique et scientifique certaine, parce que tous les sinistres requièrent toujours des phénomènes physiques et scientifiques qu'il faut expliquer à l'assureur qui n'est pas nécessairement un scientifique. Deuxièmement, il faut qu'il ait des notions, je dirais, d'économie et de finance pour pouvoir calculer, pour pouvoir évaluer. Troisièmement, il faut qu'il ait de l'expérience professionnelle, mais une expérience professionnelle qui soit avérée et réussie dans plusieurs domaines, autant que faire se peut. Et enfin, un aspect très important, il faut qu'il fasse preuve d'intégrité, d'indépendance et de probité morale. C'est pour cela que pour certains experts qui sont par exemple experts près des tribunaux, près des cours d'appel judiciaires, ils font l'objet d'enquêtes de moralité parce que, in fine, ce sont des juges techniques au service de l'assurance. Vous, par exemple, en ce qui vous concerne, comment êtes-vous arrivé à l'expertise en assurance? On sait que dans un passé, vous avez été dans le secteur du pétrole et dans le secteur de mines. Alors, du pétrole, des mines à l'assurance, comment ça s'est passé? Bien. D'abord, il faut préciser les choses. Je ne suis pas assureur. Je ne suis pas un assureur formé qui a été à l'école pour faire de l'assurance. Non. Je suis un partenaire de l'assurance. Donc, quelqu'un qui permet à l'assureur de prendre des décisions. Donc, je suis de formation technique. J'ai fait des études d'ingénieur dans 3 écoles d'ingénieurs. Ensuite, j'ai fait un MBA. Et puis, j'ai travaillé pendant une dizaine d'années dans les mines de manganèse de Komila au Gamouandal. Je me suis occupé de la maintenance industrielle, je me suis occupé des projets et je me suis également occupé de tout ce qui était méthode, bureau des méthodes et mise en place de ce qu'on appelle la GMAO. Ensuite, j'ai quitté Comilog et j'ai travaillé une quinzaine d'années dans le groupe ExxonMobil
comme ingénieur de vente, ingénieur de développement dans le pétrole. Chez ExxonMobil, c'est une société américaine qui est dans la distribution des produits pétroliers. Pardon. Et donc, cette expérience professionnelle m'a ensuite amené à réfléchir et à vouloir créer quelque chose. Et c'est à l'issue d'un voyage en RDC, chez un ami qui était avec moi chez ExxonMobil, que j'avais constaté qu'il avait ouvert un cabinet d'expertise. Lui, comme moi, ingénieur du pétrole, s'est retrouvé avec un cabinet d'expertise à Kinshasa. Alors, étonné, je me suis posé la question de savoir maintenant, qu'est-ce que tu te retrouves à faire des expertises? Et c'est comme ça qu'il m'expliquerait que non, les assureurs ont besoin de techniciens. Ils ont besoin d'ingénieurs, ils ont besoin d'ingénieurs génie civil, ils ont besoin de médecins, ils ont besoin d'ingénieurs électromécaniciens, ils ont besoin de frigoristes, de techniciens. Parce que tous les sinistres qui sont amenés à liquider ou à régler doivent faire l'objet d'une analyse technique financière. Et donc, avec l'expérience professionnelle que nous avons, avec le background de formation que nous avons, ben, on peut se mettre à son compte pour pouvoir être à la disposition des assurances en respectant leurs procédures, en respectant la déontologie du métier pour pouvoir effectivement devenir expert. Donc un expert, c'est 4 choses. Un background technique et financier. Une expertise, une formation technique. Une formation technique et scientifique. Il faut une expérience professionnelle réussie et avérée, autant que faire se peut. Il faudrait des notions de droit, évidemment, de finance et d'économie. Et enfin, une probité morale certaine et avérée. Ce sont ces 4 facteurs qui font de vous, ou qui feront de vous l'expert, parce que la réputation d'un expert, elle va très très vite dans tous les sens. Ok, nous allons parler tout à l'heure de la création d'un cabinet, de la démarche pour la création d'un cabinet. Mais avant cela, essayez un peu de nous présenter le secteur de l'expertise en assurance au niveau du Gabon. Et peut-être dans la zone ciment. Au niveau du Gabon, il y a combien de cabinets comme ça? D'accord. Avant que de répondre à votre question, vous avez parlé de la CIMA tout à l'heure. Oui. Peut-être que les téléspectateurs ne savent pas tout à fait ce que c'est. La conférence interafricaine des marchés des assurances. Voilà, c'est la conférence interafricaine des marchés d'assurance. C'est une espèce d'accord multinational où tous les ministres de l'espace francophone, il y a dans tous les 13 pays francophones d'Afrique, plus la Gambie, se sont mis ensemble pour légiférer ou pour pouvoir s'accorder sur la manière de gérer les sinistres dans cet espace. Et c'est le code CIMA qui a donc été l'émanation de toutes les réflexions de tout cet espace. Et tous les chefs d'État de tout cet espace ont signé ce code CIMA qui constitue le référentiel dans la gestion des assurances, la gestion des risques en Afrique. Donc tout part de là. Et pour revenir au Gabon, bien évidemment, tout ce qui découle des assurances découle du code CIMA, puisque le Gabon a ratifié ce code. Il y a au Gabon une organisation qui est faite de la manière suivante. Il y a le ministère de l'économie et des finances qui régit de manière étatique le monde des assurances. Ensuite, il y a une direction nationale des assurances au sein du ministère de l'économie et des finances. Et la direction nationale des assurances a pour interlocuteur technique la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance, donc qui fédère les compagnies, c'est une espèce de fédération des syndicats. Mais il y a aussi un syndicat des courtiers d'assurance. Et il y a aussi, enfin, un ordre des experts techniques du Gabon. Voici la charpente, je dirais, réglementaire du marché au niveau du Gabon. Le Gabon compte aujourd'hui à peu près 5 compagnies d'assurance. Je crois qu'il y en a une 6e qui est en gestation. Il y a une 20aine de courtiers et il y a à peu près une demi-douzaine de cabinets d'expertise constitués en cabinet, et puis une quinzaine d'experts indépendants, aussi brillants, aussi compétents, mais qui ne sont pas installés en cabinet, mais qui sont installés en experts indépendants. Voilà un peu le paysage, je dirais, du monde des assurances au Gabon. Au Gabon. Alors, le Gabon, c'est le 3e marché des assurances en termes de primes, avec 120 milliards. Derrière, le Cameroun, 2e, et la Côte d'Ivoire, 1er marché. Est-ce que 6 cabinets, une demi-douzaine, ce n'est pas insuffisant pour un marché aussi porteur? Ce n'est pas dans ces termes qu'il faudrait peut-être voir les choses. Moi, je le verrais dans l'autre sens. Oui, les primes qui sont payées, ce n'est que le chiffre d'affaires que réalisent les compagnies d'assurance et les courtiers.
120 Mais milliards. 120 milliards. 2014. Mais que dépensent réellement ces compagnies pour couvrir les dommages? Voilà. Les primes, c'est une chose, mais la dépense pour couvrir, c'est là qu'il faut regarder. Et à ce titre, il y a, je crois, des dommages aussi bien matériels que les dommages corporels, donc en assurance vie, des niveaux d'enveloppe que je n'ai pas aujourd'hui, mais qui sont pour moi les fondements de l'existence des cabinets au niveau du Gabon. Non, il y a effectivement, je disais, 5 à 6 cabinets installés. Quand je parle de cabinet, c'est que c'est une entreprise légalement constituée, qui a un statut juridique et qui emploie du personnel. 5, 6, 7, une dizaine de personnes, une quinzaine de personnes. Ça, ce sont des cabinets. Mais il y a aussi des experts indépendants qui sont tout seuls, qui ont leur bureau, soit à la maison, soit en appartement, soit en location, qui ont également un portefeuille, je dirais, de mandants avec qui ils travaillent. C'est tout ce monde-là qui constitue, je dirais, le monde de l'expertise. Il y a une vingtaine, et ce n'est pas rien. Alors, par contre, la spécificité du Gabon, c'est qu'avec à peine 1 500 000 habitants... 1,8 million selon le dernier recensement. Merci. Avec 1 800 000 habitants, comme vous dites, quand on se retrouve avec 5 compagnies, c'est quand même extraordinaire. Cela dénote, de la robustesse, je dirais, de la trame de l'économie, premièrement, mais également du pouvoir d'achat, ou plutôt du revenu par habitant. Parce que 5 compagnies dans une zone, dans un pays où il y a moins de 2 millions d'habitants, c'est quand même extraordinaire. Ok, merci M. Toulangoy. Alors, abordons à présent le rôle de TDP Conseil, peut-être un mot de ce cabinet. Vous l'avez créé en quelle année et quelle est à peu près aujourd'hui la durée, le nombre d'employés? Juste en bref. D'accord. Alors, TDP Conseil a été créé en 2002, au mois d'octobre 2002, d'abord en EURL et puis au mois d'octobre 2003, il est passé en SARL avec un capital de 20 millions de francs CFA. Aujourd'hui, nous avons le siège qui est à Libreville, à la Montagne Sainte. On a un bureau, une agence à Port-Gentil. On a une agence à Moanda. Nous avons finalisé le projet d'installation d'une agence à Malabo. C'est opérationnel. Et depuis maintenant 5 ou 6 mois, nous sommes en train de prospecter pour une installation à Pointe-Noire. Donc voici un peu aujourd'hui la configuration de TDP Conseil qui compte une vingtaine de collaborateurs. Aujourd'hui, quelle est la place si vous faites un classement au sein de ces marchés? On sait, par exemple, qu'en Côte d'Ivoire, premier marché, d'après les derniers chiffres de notre confrère Prévoyance, il y a à peu près 6 experts en assurance reconnus par l'association des sociétés d'assurance. Au niveau du Gabon, vous êtes une vingtaine. Combien constitue une entreprise? Il y en a 5 ou 6. 5 ou 6 constituent une entreprise, constituent un cabinet, on va dire. La loi aujourd'hui de l'OADA, disons du Code ciment, impose des délais très courts aux compagnies d'assurance pour payer les primes, pour payer les dommages. Est-ce que vous, au niveau du cabinet, vous allez aussi rapidement pour que la musique puisse être à un bon rythme? Très bien. Nous avons des conventions d'expertise avec les compagnies d'assurance. Dans ces conventions d'expertise, il y a des obligations de l'assureur, il y a également des obligations des experts. Et parmi ces obligations, il y a les délais de remise des rapports. Et dans les délais de remise des rapports, pour ce qui concerne les sinistres automobiles, en général, ils vont de 3 jours à 7 jours, entre le moment où nous sommes missionnés et le moment où nous rendons notre rapport, dans la zone de Libreville. Mais si vous avez un sinistre automobile à Mayumba, il va falloir y aller, ça fait 3 ou 4 jours pour y aller ou y remonter. Et donc, les délais sont amenés à 10-15 jours. Ça, c'est en ce qui concerne les sinistres automobiles. En ce qui concerne les sinistres non automobiles, c'est-à-dire tous les autres sinistres d'intensité, donc très importants, nous avons des délais qui partent de 15 jours à 1 mois pour rendre nos rapports. Ça peut être des rapports préliminaires, ça peut être des informations de première visite, ça peut être des rapports, je dirais, intermédiaires avant d'arriver à des rapports définitifs. Il faut savoir que lorsque vous avez un train minéralier qui déraille, vous ne pouvez pas rendre un rapport en 2 temps, 3 mouvements. Il va falloir investiguer, collecter les informations, collecter les moyens de preuve
informer, informer et informer, et parfois vous avez 1 an d'instruction de ce dossier. Alors tout à l'heure, monsieur David Philippe Tonangoy, nous allons aborder, ou vous allez partager avec la communauté africaine toute la démarche, ce qu'il faut pour créer un cabinet conseil à partir de votre expérience. Mais bien avant, nous allons souffler un temps avec la régie. Merci. Merci de nous rejoindre sur l'émission Cette économie. La chaîne, c'est Canal 7. Aujourd'hui, ce terme, nous abordons l'expertise en assurance et nous voyons avec M. David Philippe Tonangoy que l'expertise en assurance est une filière, est une opportunité d'affaires pour les jeunes aujourd'hui. Le marché de l'assurance en Afrique, c'est vrai, c'est 2% en zone ciment, mais c'est un marché en pleine croissance, vu la croissance de l'industrie. Mais avant, il faut créer un cabinet d'expertise. Alors, quelles ont été les démarches pour créer votre cabinet? Vous êtes parti du pétrole, vous avez décidé un jour, bon, je vais me mettre dans le service des assurances. Quelle a été la démarche, la procédure? Très bien. C'est une question fondamentale. D'abord, je dois vous dire que tout le long de ma carrière professionnelle, donc les 10 ans de Comilogue et les 15 ans d'ExxonMobil, je ne m'étais jamais intéressé au secteur des assurances parce que le milieu industriel dans lequel j'évoluais et mes fonctions ne me permettaient pas d'avoir la notion d'assurance. Mais c'est après un départ négocié, volontaire, réfléchi, que j'ai dû prendre une année sabbatique et réfléchir sur ce que je devais faire et optimiser, ou plutôt capitaliser les acquis de l'expérience que j'avais accumulé et le relationnel que j'avais également accumulé en termes de carnet d'adresse. Donc, je me suis renseigné, première chose, je me suis renseigné et il a fallu, au Gabon, première chose, c'est déposer un dossier à la Direction nationale des assurances. Une assurance est régie par l'État. Donc, vous déposez un dossier à la Direction nationale des assurances. À l'époque, la Direction nationale des assurances siégeait, je crois, 1 ou 2 fois par an. Ils avaient une quinzaine, une vingtaine, une trentaine de dossiers, je n'en sais rien. Et c'est à cette occasion qu'ils siégeaient sur la base des dossiers pour que l'on statue sur la recevabilité ou non de votre dossier, à la candidature, à l'expertise. Donc la Direction nationale des assurances doit vérifier que celui qui dépose le dossier a l'expertise dans le domaine dans lequel il sollicite un agrément. Voilà, ce dossier, c'est une lettre dans laquelle vous voulez vous préciser le domaine dans lequel vous pensez pouvoir avoir de l'expertise. Vous constituez, vous y joignez vos pièces d'état civil classiques, un casier judiciaire, une photocopie de l'acte de naissance, etc., etc. Vous mettez vos références professionnelles, donc les certificats de formation que vous avez eus, les certificats de travail pour les entreprises dans lesquelles vous avez eu à travailler, des recommandations s'il le faut, les attestations de stage, etc., etc. Et la Direction nationale des assurances vous auditionne ensuite, si vous êtes présélectionné, afin de cerner un peu mieux votre candidature. Elle est ensuite matchée, on va dire, avec les attentes du monde des assurances. Et lorsque la Direction nationale des assurances a fini cette étape, elle vous donne ce qu'on appelle une homologation. Vous êtes homologué. Mais pas encore expert. Mais pas encore expert. Vous n'êtes qu'homologué sur le plan administratif. Et cette homologation, plus un deuxième dossier, vous devez maintenant la prendre pour l'amener à la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance, à la FEGASA. C'est elle qui fédère l'ensemble des compagnies au Gabon. Et quand vous déposez ce dossier à la Fédération gabonaise des assurances, vous devez la faire en 6 exemplaires, parce qu'ils sont 5 compagnies, plus le secrétariat général de la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance, où au cours d'une de leurs sessions, ils examinent votre homologation et votre dossier. Et ensuite, chaque compagnie est libre de vous tester, de vous habiliter ou de ne pas vous habiliter. Comme ils peuvent attendre 1 an, 6 mois, 2 ans, avant de se souvenir ou de penser que, tiens, il y a M. Tonangoy qui a été homologué par la Direction nationale des assurances.
il semble avoir un bon profil, on va le tester. Vous avez pris combien de temps à peu près avant, il s'est passé 2 ans. Avant d'être missionné. Voilà, il s'est passé 2 ans entre le moment où j'ai déposé mon dossier à la Direction nationale des assurances et le moment où j'ai eu ma première mission de chez NCA. Alors, donc chaque compagnie est maintenant libre de vous tester et vous teste en fait en direct. NCA peut vous missionner, Hogar peut vous missionner, Saham, etc., etc. Et il vous faut faire un certain nombre d'expertises avant de vous faire ouvrir les portes des courtiers d'assurance. Ce n'est pas vous qui allez faire la démarche des courtiers d'assurance, mais c'est la compagnie d'assurance qui vous a testé, qui a vu vos premiers rapports, avec qui vous avez eu des échanges, qui a apprécié votre réactivité, la qualité de votre travail, la précision de vos évaluations. Ensuite, vous recommande à son réseau de courtiers. Et c'est la compagnie d'assurance qui dit à ses courtiers, à partir d'aujourd'hui, vous êtes habilité, enfin vous pouvez missionner tel cabinet dans tel domaine, tel domaine, tel domaine. Et ce n'est qu'à partir de là que les courtiers d'assurance, sur instruction de leur compagnie, peuvent vous missionner. Donc vous voyez que le parcours est un parcours du combattant, un très long parcours, il faut faire prendre de patience. Il y a tout de même un risque. Si sur le marché, aucune compagnie ne vous missionne, il y a la possibilité de ne pas ouvrir, cette possibilité de ne jamais ouvrir son cabinet. Alors c'est là où la pertinence, la persévérance d'un battant doit pouvoir se manifester. Il va falloir que vous vous remuiez, que vous utilisez de vos relationnels, que vous preniez des rendez-vous, que vous relanciez, que vous allez vous faire connaître. Il faut tout faire pour qu'on ne vous oublie pas. Voilà. Alors, déjà, une fois missionné, est-ce que vous pouvez nous parler de votre première mission Ah oui. Souvent, c'est un moment d'angoisse, en même temps mélangeant un peu de... Oh, c'était une expertise automobile. J'avais reçu un appel téléphonique de la part de NCA pour me demander d'aller faire une expertise automobile pour un taxi qui vient de faire un accident sur l'échangeur, vous y connaissez Libreville, sur l'échangeur du PK5. Bon, dans les minutes qui ont suivi, on était sur les lieux, on a procédé à l'expertise. Et dans les 3 jours qui ont suivi, on a rendu notre rapport. On a tenu à aller le déposer personnellement au gestionnaire des sinistres. Nous avons lu, commenté ensemble. Et puis, voilà, nous sommes partis. On a remis notre note d'honoraire. Et après cela, c'est parti. À ce niveau-là, dans le secteur de l'expertise en assurance, est-ce que les honoraires sont justement réglementés? Est-ce qu'il y a un règlement des tarifs, des plafonds à ne pas dépasser? Bien sûr. Comme tout secteur d'activité, les honoraires d'expertise sont régis par 2 barèmes. Il y a un premier barème que l'Ordre des experts techniques du Gabon a aménagé. L'Ordre des experts techniques du Gabon, je dirais, compte les 22 experts dont je vous ai parlé. Nous avons tous, sur la base, de l'expérience, sur la base des pratiques usuelles avec chacune des compagnies, déterminé un barème que nous avons tous adopté au sein de l'Ordre des experts techniques du Gabon. C'est ce barème qui a fait l'objet, ou qui va faire l'objet des discussions avec les compagnies et validé de manière à ce que tout le monde puisse avoir la même base, je dirais, de facturation. Mais ceci dit, pendant que nous faisions ce travail, chaque compagnie a signé avec chaque cabinet ou chaque expert ce qu'on appelle une convention d'expertise. Et dans cette convention d'expertise, il y a également une clause qui concerne la tarification et les barèmes. Et donc, tout ce que nous facturons est soit sur la base du barème officiel de l'Ordre des experts techniques, soit sur la base de la compagnie avec laquelle un cabinet aura eu à signer une convention d'expertise. Voilà, donc rien n'est fait en dehors de ce cadre. Aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure que l'idée est partie d'un voyage. Vous avez rencontré votre ancien collègue de ExxonMobil qui travaille dans le pétrole et qui s'est mis là. Et là, vous avez créé votre entreprise. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut un capital minimum pour démarrer un cabinet d'expertise en assurance en zone CIMO au Gabon et en zone CIMO? Bien sûr. Alors, tout dépend déjà de ce que vous voulez faire au départ et du profil ou plutôt du cheminement que vous voulez mettre en œuvre. J'ai voulu, dès le départ, monter un cabinet et non me constituer en expert indépendant. Donc, on peut être expert indépendant et puis ne rien avoir en capital. Le capital, on l'a.
parce que c'est une prestation de service intellectuel. Donc, ce capital, vous l'avez en vous. Hein, il est intrinsèque. Donc, vous constituez un capital. Puisque vous avez l'expérience, puisque vous avez un background, puisque vous avez un relationnel, puisque vous avez une probité, donc c'est un capital. Ça, c'est la première chose lorsqu'on est expert indépendant. Donc, on n'a pas besoin, n'est-ce pas, de pouvoir trop investir. Il suffit d'avoir une table, une chaise, un ordinateur, un téléphone, et puis de quoi se déplacer pour aller contacter ses mandants. Mais lorsqu'on veut se constituer en cabinet, ben, il faut alors s'arrimer aux dispositions de l'OHADA en termes de création d'entreprise, soit en EURL, soit en SARL. Et ce sont exactement les mêmes procédures que nous suivons. En ce qui me concerne, j'ai commencé en EURL pour me transformer un an après en SARL, parce que l'objectif pour moi, étant influencé par mon ancien employeur ExxonMobil, qui était un peu disséminé partout, je me suis dit qu'il fallait que je le fasse en fonction des potentiels qu'il y avait dans telle ou telle zone. Alors donc, il faut une vision, on va dire, une vision stratégique au départ de celui qui veut se lancer dans ce business. Forcément. Le Gabon, par exemple, l'activité économique au Gabon, elle est sur Libreville, en ce qui concerne le volet, je dirais, des finances, des assurances et des banques, des services. Il y a la zone de Port-Gentil, qui est une zone industrielle, dans l'industrie pétrolière, avec toutes les entreprises qui sont en satellite autour de l'activité pétrolière. Donc ça veut dire qu'il y a des dommages, il y a des risques importants. Et enfin, il y a la zone minière du Haut-Ogooué, où autour de Mwanda, autour de Comilog, autour des entreprises minières qui sont là-bas, il y a également un volet d'entreprises satellitaires assez grands groupes et qui, effectivement, ont des dommages. Donc, s'y implanter fait effectivement référence à de la stratégie et à de la vision. Alors, est-ce que quand vous vous êtes lancé, vous avez dit dans 5 ans, dans 15 ans, mon cabinet doit avoir tel niveau de compétences, tel niveau de renommée internationale? Je me suis assigné l'objectif, au terme de 10 ans, d'être parmi les 5 premiers cabinets du Gabon ou d'être parmi les 3 premiers cabinets du Gabon. C'est la première chose. Et à partir de la 12e ou 13e année, commencer à avoir au moins une filiale dans un autre pays en dehors du Gabon. C'est le cas. Aujourd'hui, vous êtes installé en Guinée équatoriale. Félicitations. Mais il y a aussi cette volonté. C'est-à-dire, on comprend bien que l'expertise est attachée à la qualité de l'individu, mais là aussi, il faut s'attourer d'un certain nombre de personnes. Ces missions que vous assignent auxquelles vous mandatez les compagnies d'assurance sont nombreuses. Vous ne pouvez pas vous seul les remplir. Mais c'est pour ça que je suis constitué en cabinet. Et le cabinet, je vous disais qu'on a une vingtaine de personnes. Nous avons mis une organisation en place qui est transversale. Je m'explique. D'abord, il y a des experts qu'on appelle les experts principaux. Un expert principal est un expert qui a beaucoup plus d'expérience que tous les autres. Ensuite, vous avez des assistants experts et des experts stagiaires. Donc, ils sont, je dirais, catégorisés. Ensuite, on les croise avec les différents secteurs d'activité. J'ai, par exemple, dans tout ce qui concerne l'habitation, il y a des dommages dans tout ce qui est habitation. Maisons individuelles, immeubles d'appartements, les bureaux moyens, les petits commerces, etc. etc. L'ensemble des sinistres qui peuvent arriver dans ce secteur d'activité, ils partent depuis l'incendie, dommages électriques, dégâts des eaux, etc., etc. Il y a quelqu'un qui est spécialisé dans ce genre de sinistres. Donc il y a un expert qui est un assistant expert, qui a un niveau, je dirais, d'expérience donnée et qui s'occupe de ce secteur. Il y a également les PME et les PMI, les commerces moyens, les petites et moyennes industries, qui ont aussi les mêmes sinistres. Mais l'approche n'est pas la même. Quand vous allez faire une expertise d'incendie dans une famille qui est complètement éplorée, ce n'est pas la même approche que quand vous allez dans une usine qui a brûlé la nuit. Donc en face de vous, vous avez des responsables techniques de l'entreprise, dans un cas, mais dans l'autre, vous avez une famille éplorée. Donc l'approche n'est plus tout à fait la même, aussi bien en industrie que dans l'habitat, je dirais, classique et courant. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, nous avons également ce qu'on appelle des sinistres de masse, du petit dégât des eaux de tous les jours.
des petits commerces où il y a des vols à l'étalage, où il y a des ruptures de chaîne de froid. Et là, nous avons des sapiteurs. Donc, les sapiteurs, ce sont des personnes compétentes, mais qui nous apportent leur disponibilité et leur service pour une expertise bien précise, ponctuelle, pour laquelle je ne suis pas obligé de déléguer un expert, mais je m'appuie sur un sapiteur connu, qui connaît la procédure, qui a été formé pour nous faire remonter un certain nombre d'informations afin de monter nos rapports. Et ces sapiteurs sont connus de nos mandants. Et enfin, il y a l'industrie minière, l'industrie pétrolière, le plus gros. Donc, où il y a des très très gros sinistres, et ce sont les secteurs dans lesquels moi je suis amené à intervenir. Alors, donc, il y a toute une organisation qui a été mise en place. Ça, c'est au niveau de la gestion des hommes. Mais tout ceci mérite d'avoir une plateforme. Cette plateforme, ce sont des procédures, les modèles de rapport et toute l'ingénierie informatique qui accompagne tout ceci. Alors, quelle est la place de la qualité dans le travail d'un expert en assurance? C'est-à-dire la recherche de la qualité dans un cabinet tel que le vôtre? Ça part depuis le missionnement jusqu'au rendu du rapport. L'ensemble des opérations qui est effectué doit être encadré par des procédures. Et nous avons mis en place, chez TDP Conseil, des procédures qui nous ont permis, n'est-ce pas, de pouvoir maîtriser le processus depuis le missionnement jusqu'au rendu du rapport, en termes de collecte d'informations, en termes de vérification, en termes de contrôle, en termes de chiffrage, en termes de rendu, en termes de qualité également du rendu. Et un rapport peut être rédigé par X, mais il doit être approuvé par Y et ensuite validé par Z, afin qu'au moins 3 lectures puissent être plus importantes, plus appropriées qu'une seule lecture. Lorsque vous rendez des rapports où il y a des sinistres de l'ordre de 2 ou 3 milliards que vous donnez en conclusion, le réassureur ou l'assureur qui va signer un chèque de 2 ou 3 milliards voudrait quand même être sûr de ce que vous avez mis dans votre rapport. Donc c'est la raison pour laquelle il faut des procédures, des contrôles et des autocontrôles. Est-ce que dans ce sens, vous êtes amené parfois à défendre les dossiers auprès des assureurs? Parce que vous dites bien, vous avez fait un constat, une expertise, et qu'il faut payer 2 à 3 milliards. C'est assez d'argent. Est-ce qu'à ce niveau, vous êtes amené à défendre les dossiers? Mais à défendre, non, ce n'est pas défendre. Mais nous sommes amenés à exposer la méthodologie que nous avons utilisée, afin que l'assureur comprenne bien, puisque nous sommes missionnés par l'assureur. Il est notre mandant. Nous sommes obligés, d'ailleurs c'est une obligation. Ça requiert même, je dirais, du sérieux et de la responsabilité, pour ne pas dire du professionnalisme, d'aller exposer, d'obtenir de l'assureur ou de réassureur un temps, afin de lui exposer la méthodologie qui a été utilisée, les hypothèses qui ont été retenues, les moyens de preuve qui ont été rassemblés pour pouvoir étayer les chiffres, et lui expliquer surtout la méthodologie que nous avons utilisée pour arriver à ce chiffrage. Il est important d'expliquer à celui qui doit dépenser comment on a fait pour arriver à ce chiffre. Il ne faut pas qu'il soit fantaisiste, il ne faut pas qu'il soit imaginaire, il faut qu'il soit factuel, qui repose sur les faits. À ce niveau, est-ce que vous avez de temps en temps des contre-expertises? C'est-à-dire, vous déposez un rapport et puis, soit l'une des parties concernées par le site dit « Bon, mais j'aimerais avoir l'avis d'un autre expert ». Est-ce qu'il vous arrive dans votre carrière d'être confronté à une situation où il faut plusieurs rapports? Alors, dans ce cas de figure, il y a ce qu'on appelle une contre-expertise, effectivement. Je prends un exemple. Vous avez votre véhicule automobile, votre assureur a fait une expertise et les torts reviennent à une tierce personne. Cette tierce personne a son assureur qui conteste votre rapport. Alors elle peut déclencher une contre-expertise. Cette contre-expertise, entre experts, nous avons, pour que la contre-expertise puisse être valable, il faut que les hypothèses sur la partie desquelles le rapport est fait soient exactement les mêmes, ce qui n'est pas toujours le cas et c'est regrettable. Deuxième hypothèse, deuxième volet, c'est le rapport, l'expertise contradictoire. Parce que l'assureur peut missionner un expert, et là il s'agit de très gros sinistres, pour les grandes sociétés industrielles notamment, comme l'assuré lui-même peut aussi missionner son expert pour le même sinistre. En ce moment, ces deux experts travaillent de manière contradictoire. Ils ont les mêmes hypothèses tous les jours, ils collectent les mêmes données tous les jours, enfin ensemble, et le jour où ils remettent leur rapport, à la limite, s'il n'y a pas trop de divergence, ils font ce qu'on appelle un procès verbal d'expertise, où leurs chiffres ont été harmonisés
afin que les deux parties puissent être d'accord et le règlement doit pouvoir se faire. Alors, M. David Philippe Tonangoy, on a vu tout à l'heure la procédure de création d'un cabinet au Gabon. Nous avons vu le prérequis qu'il faut avoir en termes de background, de compétences techniques. Maintenant, parlez-nous un peu du management stratégique. On a vu qu'il faut une vision aussi quand vous créez un cabinet. Maintenant, l'obtention des marchés. Pour ce qui est de l'obtention des marchés, est-ce que, à ce niveau, vous attendez toujours que les compagnies d'assurance vous mandatent, ou bien par la visibilité, par des actions marketing, vous faites valoir votre savoir-faire? Comment vous procédez souvent pour gagner des parts de marché dans ce secteur? D'accord. Déjà, il faut dire que le métier de l'expertise, comme tous les métiers, je dirais, artisanaux ou intellectuels, sont des métiers de réputation. Nous sommes au Gabon, je dirais, le dernier cabinet qui aura été créé. Il y a des confrères qui sont là depuis une vingtaine d'années, depuis une quinzaine d'années, depuis une trentaine d'années. Mais nous nous sommes dit, voici des confrères compétents auprès de qui je me suis rapproché pour savoir qu'est-ce qu'ils ont eu à faire, à monter et quelles sont les difficultés auxquelles ils ont été confrontés à un moment donné. Deuxième chose que j'ai eu à faire, c'est de rassembler depuis une dizaine d'années tous les procès-verbaux des réunions entre les experts et les assureurs pour essayer de faire un tableau de bord des récriminations qui étaient souvent faites aux experts, mais aussi des attentes que les assureurs manifestaient auprès des experts. Et c'est ce tableau-là qui m'a permis de pouvoir faire ma stratégie de différenciation. La stratégie de différenciation, nous allons en parler. Nous vous rappelons que nous recevons M. David Philippe Tonangoy, ingénieur expert en assurance, PDG du cabinet d'expertise en assurance TDP Conseil. Nous allons aborder la question du développement de ce cabinet parce qu'il faut dire que pour les 10 prochaines années, les experts estiment justement que le secteur des assurances va grandir et que c'est un métier d'avenir, c'est une filière pour les jeunes Africains aujourd'hui. Pour cette première partie de l'émission, nous tendons vers notre fin. Nous allons comme ça vous tendre le livre d'or. La semaine prochaine, vous serez toujours des nôtres sur ce plateau pour nous dire comment aujourd'hui manager un cabinet d'assurance, une expertise, comment s'internationaliser. La tradition voudrait que vous signiez notre livre d'or et là, nous vous écoutons. Très bien. Je parle pendant que j'écris Même en silence. Même en silence. Ouais. Nous sommes le 23. Oui. Est-ce qu'on peut lire ce que vous avez écrit? Je vous laisse lire. Non, mais allez-y, allez-y. Bien, à Canal 7. Encore merci pour cette invitation et pour m'avoir permis de démystifier un secteur toujours opaque et récriminé par les assurés. L'expertise, en ce sens, est l'outil au service des assureurs et des assurés
afin d'apporter la vérité technique et des chiffres. Puissent les jeunes s'y intéresser. 3 points de suspension. Merci, Monsieur David Philippe Tonangoy. Nous vous indiquons que nous recevons ce soir Monsieur David Philippe Tonangoy, président directeur du cabinet d'expertise en assurance TDP Conseil, avec qui nous avons examiné les opportunités de constitution d'une entreprise dans ce secteur assez spécifique, encore peu connu du grand public. La semaine prochaine, nous allons recevoir toujours sur ce même plateau M. David Philippe Tonangoy, mais cette fois, il va nous partager son expérience pour ce qui est du développement d'un tel cabinet, de la création d'une telle entreprise et comment s'internationaliser, parce qu'aujourd'hui, M. David Philippe Tonangoy est implanté aussi en Guinée équatoriale et au Gabon. Bonsoir et à la semaine prochaine.